1. Votre invité à 8h13 sur Europe 1, Sonia Mabrouk, est le maire Les Républicains de Meaux, ancien ministre également. Exactement. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Des comités d'accueil ou plutôt de mauvais accueil réservés aux ministres lors de leur déplacement sur le terrain, comme on dit. Peut-être ou certainement le même décor tout à l'heure pour Emmanuel Macron en Alsace. Le tout pour protester contre la réforme des retraites. Est-ce qu'on peut dire que la parenthèse vraiment a du mal à se refermer comme le souhaite l'exécutif ? Non, elle va se refermer. Vous savez, ces histoires-là, c'est des stratégies d'image. Vous voyez une poignée de personnes en train de taper sur leur casserole et de hurler. Ça vous fait une belle image pour le journal de 20h, un joli son pour les radios du matin. Et avec ça, on dit la France est en feu. C'est une formidable illusion. La réalité, c'est que les Français sont furieux. Ah ben ça, c'est sûr qu'ils sont furieux parce qu'ils ne voulaient pas de cette réforme des retraites et ils n'en veulent pas parce que, et je le comprends très bien d'ailleurs, même si au fond d'eux, ils ont très bien compris qu'à partir du moment où on vit plus vieux, on est obligé, comme le font tous les pays européens, de rallonger l'âge de la retraite. Ben c'est vrai que c'est extrêmement dérangeant parce que ça veut dire bouleverser des plans de vie. On avait calculé de partir à tel âge, de faire telle chose, et un gouvernement vous dit non, il faut prolonger d'un certain nombre de trimestres. Ben oui, c'est compliqué à vivre, mais pour autant, il s'agit de savoir à quoi ça sert nos vies en fait, et on le fait aussi pour nos enfants. Forme, il y a la méthode. Vous parlez de Français furieux, mais je note, Jean-François Copé, vous êtes réjoui d'ailleurs de la promulgation de la réforme des retraites et de la fin de la parenthèse, et vous avez dit qu'il y a un récit fantasmé d'une France à feu et à sang. Donc pour vous, tout va bien ? Il n'y a pas de crise politique, il n'y a pas de lien distendu avec les Français. Non mais attendez, je ne dis pas que tout va bien, je dis que la France n'est pas à feu et à sang, c'est pas la même chose. Oui, effectivement. Qui dit que la France est à feu et à sang ? Mais tout le monde, enfin, vous le voyez bien, on se tape ses commentaires matin, midi et soir, ça donne d'ailleurs une image désastreuse à l'international. On a l'impression que c'est l'émeute, c'est la Révolution française. Et puis les mots utilisés notamment par l'extrême gauche de ce point de vue sont des renforts permanents à cette grande mystification. Mais c'est dans la culture aussi de l'extrême gauche, ça, comme parfois de l'extrême droite d'ailleurs aussi, de faire croire que les émeutes sont partout, on est au bord de la révolution du fait des gouvernants. Bon. En même temps, une fois qu'on a dit ça, oui, il y a eu des fautes de communication, mais sur les retraites, moi j'en suis à ma 4e réforme des retraites, donc je vois bien comment ça se passe depuis 1993. C'est toujours le même cycle, donc c'est impossible de bien communiquer sur des mauvaises nouvelles. Mais est-ce que ce n'est qu'un cycle, Jean-François Copé, ou est-ce qu'il y a, comme certains l'ont dit, une crise, un lien abîmé, voire rompu avec les Français, un dialogue de sourds avec les syndicats ? Mais bien sûr qu'il y a eu de ce point de vue des erreurs évidentes. Je pense que Madame Borne et Monsieur Macron auraient dû recevoir les syndicats et que de ne pas les avoir reçus pendant 3 mois, c'est pas bien. Et en plus, l'accord, il aurait dû être passé avec Monsieur Berger, pas avec les Républicains. Nos amis LR, que j'adore par ailleurs, en réalité, c'est pas avec eux qu'il fallait négocier des amoindrissements d'une réforme que nous proposions depuis des années. C'était avec Laurent Berger qu'il fallait le faire. C'est une erreur tactique. Vous êtes en train de dire ce matin que le président a compté sur vous et qu'il n'aurait pas dû, en réalité. Bien sûr, mais ça évidemment. Écoutez, compter sur un parti de droite pour amoindrir une réforme de droite, ça franchement, c'est abstrait quand même. Mais comme certains chez vous peut-être marchent sur la tête, il a pu peut-être compter sur vous, le président. Absolument, mais ça je suis d'accord avec. Ah non, mais ça, écoutez, le résultat de tout ça, comme je l'avais redouté, est arrivé. C'est-à-dire que le grand gagnant pour l'histoire, tout seul, qui est-il ? C'est Emmanuel Macron, parce qu'il pourra dire dans quelques années, je suis le seul, contre tous, à avoir réformé notre système des retraites. Attendez, là où normalement les Républicains auraient dû être à ses côtés. Vous dites ce matin qu'il y a un vainqueur et qu'il s'appelle Emmanuel Macron. C'est tellement un rebours de ce que l'on entend, c'est intéressant que vous le disiez. Moi je veux bien qu'on fasse semblant, qu'on hurle avec les loups toute la journée. Moi je note quoi ? Les Français sont effectivement très mécontent. D'abord parce que il ne sait pas trouver les mots. On l'a encore vu il y a 2 jours à la télévision. La dimension affective, le moment de partage, il ne sait pas le faire. C'est comme ça. Il n'a pas cette expérience qu'on peut avoir quand on est élu local pendant des années et qu'on sait très bien que le contact, la compréhension des choses, le partage des émotions, vous parlez d'empathie, ça ne s'invente pas. Vous voulez dire qu'il ne l'a pas ? Bien sûr. J'en sais rien, mais en tout cas, à la télévision, il n'a pas eu. Il n'a pas trouvé ces mots-là. On est d'accord qu'il y a eu beaucoup de phrases habituelles, des clichés pour dire je vais rétablir l'autorité, ce qu'il ne fait pas, je vais sauver l'école, ce qu'il ne fait pas non plus. Très bien, on entend tout ça, c'est toujours la même chose depuis des années. En revanche, il y a eu un message quand même, qui est de dire, moi le seul qui a compté, c'est-à-dire je gèle la vie politique française pendant 100 jours.
Voilà. Ce qui est assez habile, en fait. Parce que bon vous y croyez. 100 jours gelés pour redonner de l'oxygène et apaiser. Oui, mais c'est pourquoi 100 jours. Enfin, on peut regarder 2 secondes le calendrier quand on a un peu d'expérience. 100 jours, ça nous amène au 14 juillet. Bon, les Français, à partir du 14 juillet, il faut plus les embêter du tout. Bon, et ils ont bien raison, c'est les vacances. Moyennant quoi, du 14 juillet, on prolonge jusqu'au 1er septembre. C'est la rentrée scolaire. Il est tranquille jusqu'au 15 septembre. Donc, il a 5 mois de répit pour poser un peu les esprits, commencer à discuter d'autres sujets. Donc ça, c'est plutôt assez habile. Bon, mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, le problème de fond, il n'est pas là. Le problème de fond, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant les 4 ans qui restent. Et tout ce sujet, il est sur la table, tout ça parce que nous avons un président de la République qui a refusé d'acter, au début de son quinquennat, qu'il n'avait pas la majorité absolue. Alors justement, parlons-en, qu'est-ce qu'on fait et surtout avec qui, Jean-François Copé? Le président est-il encore en quête d'alliance pour la suite de son quinquennat? Et est-ce que selon vous, son salut est à droite? Est-ce qu'il faut encore, est-ce que vous répétez ce mantra, peut-être est-ce un mythe d'un accord de gouvernement avec la droite? Mais je pense que tout dépend en fait de ce qu'on veut faire dans la vie. Voilà. C'est-à-dire quand on veut être un président de la République qui veut généralement vraiment servir la France. J'allais vous le dire. Quand on veut véritablement réformer, on le fait en tenant compte de la réalité politique. Cette réalité politique commande d'avoir une majorité absolue. On n'est plus sous la 3e République où on bricolait. Là, il faut la majorité absolue des députés. Or, pour l'avoir, il faut recomposer une majorité, comme ça se fait dans un certain nombre de grands pays. Je pense en particulier à l'Allemagne, mais aussi parfois dans d'autres moments à la Grande-Bretagne ou d'autres. Cette coalition ne peut se faire que si on fait ce qu'on appelle, attention, le mot est horrible, notamment chez les macronistes, des concessions. Voilà. Mais des concessions sur des bases claires. Or, contrairement à ce que j'entends parfois, ce que je lis dans les gazettes, quand je lis que l'Élysée attend que les LR viennent le voir, ben non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est au président de la République d'aller voir lui-même. Monsieur Copé, mais qu'est-ce que vous représentez pour qu'il vienne vous voir? C'est ce qu'il peut aussi vous dire aujourd'hui. Moi, à titre personnel, pas grand-chose, et personne à titre personnel ne représente grand-chose dans un paysage politique morcelé. En revanche, ce qui est absolument essentiel, c'est que celui qui est le coordonnateur d'une majorité aille voir les uns et les autres pour leur dire, au nom de la France, j'ai besoin de vous. Mais pas une jolie phrase comme ça, qu'elle se traduise concrètement par un changement de son programme politique, parce qu'il n'a pas la majorité absolue, et qu'il y associe un certain nombre de personnalités, dans non pas de ralliement individuel, mais dans un cadre écrit, pour qu'effectivement on fasse ce qui n'est pas fait. Mais attendez, ça ressemble à des débauchages individuels. Non, justement, c'est pour ça que je viens de vous le dire. Mais quelle différence? La différence, c'est que ça ne peut se faire qu'à partir du moment où c'est un accord de partis et de groupes parlementaires. Alors vous allez me dire... Sur certains sujets, donc j'imagine, deux fonds importants. Mais il faut pas que ce soit sur certains sujets. Il faut qu'il y ait des concessions réciproques pour un nouveau projet, parce que la France en a besoin. Lorsque je vois aujourd'hui que la loi de programmation militaire, qui est un sujet absolument majeur. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur la situation géopolitique mondiale et les faiblesses de notre dispositif. Quand je vois que la discussion de cette loi est ajournée à la demande de toutes les oppositions, républicains compris, je me dis, il est quand même grand temps qu'on arrête de nier que tant qu'on ne refait pas ce pacte majoritaire, la France sera bloquée. Donc c'est ça, voilà. Vous appelez non pas à un accord de gouvernement, à une alliance, mais à une sorte de pacte majoritaire sur ces grands sujets. On peut aussi y inclure l'immigration, alors que le texte est en passe peut-être d'être saucissonné, ce que ne veut pas le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Donc c'est autour de cela qu'il pourrait y avoir, selon vous, il faut qu'il y ait une réécriture complète de ce projet, reprise en main du régalien, idem sur l'éducation, on parle beaucoup d'école. Enfin, quand j'entends que les seules annonces fortes en matière d'école, c'est qu'on va faire de la mixité sociale dans les écoles privées, c'est quand même un beau constat d'échec pour les écoles publiques. Mais c'est ma question. Comment, par exemple, quelqu'un comme vous ou d'autres chez LR pourrait-il s'entendre? Pourriez-vous vous entendre avec Monsieur Papa Ndiaye? Ah, ça me paraît compliqué. Alors, ça, c'est sûr. Alors on change la donne. On change la donne, c'est-à-dire qu'on voit effectivement qui est en situation, du fait de sa compétence, du fait de ses racines politiques, de mettre en œuvre une politique qui correspond à ce que veulent les Français. Il faut un Premier ministre de droite. En tout cas, il faut qu'un certain nombre de personnalités de droite, sur la base d'un soutien du parti et du groupe, rentrent dans cette coalition. Alors on me dit, ah oui, mais attention, parce que si on fait ça, ça va desservir l'intérêt de tel ou tel de nos candidats de droite pour l'alternance. Non, parce qu'en réalité, c'est un contresens énorme de ne pas voir que vous avez des millions de Français de droite qui veulent ces réformes, qui ont voté Macron, qui savent que demain, ce ne sera plus Emmanuel Macron, puisqu'il ne peut plus être candidat, et qui vont devoir se retourner vers des gens susceptibles de faire, mais qui ne sont pas, contrairement à ce qu'on croit, en rupture avec Emmanuel Macron. Ça veut dire, Jean-François Copé, qu'être
Certains diront absorbé aujourd'hui par le macronisme, n'empêche pas que vous ayez une offre totalement claire de droite LR en 2027. Et je vais vous dire autre chose. Moi, le coup de l'absorption par le macronisme, ça ne tient pas si on est dans un pacte dans lequel on impose un certain nombre de nos idées. Première remarque. Et deuxième remarque, je voudrais quand même rappeler à ceux qui me disent sinon ça va être Le Pen, que ça va déjà être Le Pen si on fait pas attention. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Et moi, je suis sidéré. Non, mais écoutez, c'est le même discours. Depuis des années. Mais certains vont vous dire, enfin nos auditeurs qui vous écoutent ce matin se disent mais vous avez été au pouvoir. Vous l'avez tous probablement petit à petit amené aussi vers le pouvoir. Enfin écoutez, moi j'en sais rien, ça fait maintenant 11 ans qu'on n'est plus au pouvoir. Bon, et on sait pourquoi d'ailleurs. Les querelles d'ego, les seniors qui veulent surtout pas que leur cadet leur succède, et ils y veillent scrupuleusement. Enfin, tout ça, on a bien vu. Hein, je parle des seniors de notre parti. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, on a bien compris que les querelles d'ego, ça fait beaucoup de mal. Mais sur le fond des choses, je suis désolé, il y a, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup plus d'électeurs qui nous attendent chez les macronistes de droite que chez les électeurs de Le Pen, dont on voit bien qu'ils sont tous à gauche sur le plan économique et social. Oui. On ne va pas convaincre des gens qui veulent revenir à la retraite à 60 ans de voter pour nous. Mais vous venez de le dire vous-même, Jean-François Copé, ils sont déjà chez Emmanuel Macron. Pourquoi en 2027 reviendrait-il chez vous ? Tout simplement parce qu'Emmanuel Macron n'est plus candidat à sa succession. Ah donc Emmanuel Macron parti, le macronisme fini. Ah ben, on verra bien, mais ça me paraît assez logique, parce qu'en réalité, il n'a pas structuré de parti politique, il n'a pas organisé les choses. En plus, j'ai l'impression que ça l'ennuie assez profondément, et qu'en vérité, c'est quelqu'un d'assez solitaire. Enfin, on a bien compris. Bon, donc, en même temps, je vois bien qu'il y a derrière tout ça des réticences et des difficultés. Mais nous, on peut pas rester comme ça. Mais alors c'est qui ensuite... vous me dites nous, parce que moi, j'ai ce matin Jean-François Copé face à moi, mais si j'ai demain Xavier Bertrand, il va me dire autre chose. Si j'ai Éric Ciotti, probablement qu'il me dira autre chose. Donc, alors, d'abord, je serai plus nuancé que vous sur les noms que vous citez. Il y en a qui sont effectivement radicalement contre. Vous avez cité Xavier Bertrand à juste titre. Vous pouvez rajouter Laurent Wauquiez, puis quelques autres sociale et populaire. Je ne sais pas s'ils sont sociaux et populaires. Ils se définissent ainsi, monsieur Bertrand. On est tous, les mots, c'est hyper sympa, mais enfin, derrière les mots, il y a des réalités. Vous êtes de droite. Au nom du fait que vous êtes de droite, il faut arrêter de penser qu'on ne serait pas social. Enfin, c'est absurde. Moi, je suis maire d'une ville qui compte une partie de sa population qui est frappée par l'inflation, par la précarité. On est, nous, municipalité à mots, en permanence, à essayer de trouver des solutions. Moi, j'écoute monsieur Bertrand et monsieur Paradier qui disent qu'aujourd'hui, les LR doivent écouter cette petite musique-là qui va peser plus tard. Bien sûr, mais je rappelle qu'on est dans un pays qui est un des plus généreux au monde et que l'objectif c'est de préserver cette générosité. La santé est quasiment gratuite, l'éducation est quasiment gratuite. Nous avons des indemnités de chômage comme personne au monde. Nous avons une générosité de chaque instant pour trouver des solutions. Si on veut continuer de pouvoir le financer, il faut bien qu'on remette de l'ordre dans les comptes et accessoirement de l'ordre dans la rue. Est-elle dévoyée cette générosité parce qu'il a beaucoup fait parler, sa phrase en tous les cas a suscité beaucoup de réactions, a ulcéré la gauche. Il s'agit de Bruno Le Maire qui a évoqué justement ces fraudes et pointé du doigt des aides qui partent au Maghreb. Comment vous avez réagi à une telle déclaration ? Écoutez, chacun ses mots. Mais enfin, je veux dire, la fraude sociale, c'est une réalité. On le sait très bien. Et on l'a les uns et les autres dénoncé. Il y a parfois des moments un peu plus courageux que d'autres où des gouvernements ont tenté d'y mettre des freins. Je pense en particulier à ce qui avait été fait sur la question des allocations familiales, du resserrement du regroupement familial. Enfin, tout ça doit être beaucoup mieux contrôlé, donc, évidemment. C'est un constat qu'il fait. Ça ne vous reprend pas plus, ni choque pas plus que cela. Mais tout le monde le sait. Si vous me racontez, tout le monde le sait. Il est bien que le ministre de l'économie le dise. Le problème, 6 ans après avoir été au pouvoir, c'est logique. 6 ans, 10 ans, 20 ans, vous pouvez y aller. De toute façon, on est dans la langue de bois permanente, parce que dès qu'on commence à passer à l'acte, vous avez toutes les bonnes âmes qui vous disent, la plupart du temps qui sont loin du terrain, qui vous disent quelle horreur. Sauf que c'est ce que les Français demandent maintenant. Et puis pas que les Français, y compris d'innombrables de nos administrés qui sont étrangers en situation parfaitement régulière et qui bossent et qui ne comprennent pas ces fraudes qui n'ont aucun sens. Donc tout ça, je suis complètement en ligne pour dire que c'est aussi ça que les Français attendent. Ce sont la plupart du temps des Français qui sont plutôt de droite, j'en conviens, mais qui pour beaucoup d'entre eux ont voté Macron et considèrent que sur ce sujet, la droite doit prendre la relève. C'est une droite de gouvernement par rapport à des partis populistes qui sont là à vous expliquer toute la journée qu'il faut renverser la table, faire la révolution, ça c'est l'extrême gauche, revenir à la retraite à 60 ans, ça c'est l'extrême droite. Donc on est dans une espèce d'irresponsabilité partagée du côté des extrêmes. Ça n'est pas notre culture. Et le seul parti de la raison, ce serait une alliance ou un pacte majoritaire entre vous et Emmanuel Macron, à si condition, bien entendu, que ça se fasse sur une réécriture du projet, qu'on fasse ce pourquoi on a été, nous, on s'est construit, c'est-à-dire l'ordre
dans le pays, l'ordre dans les comptes, l'ordre dans la rue, des réformes qu'on doit faire, même si elles sont impopulaires. C'est aussi ça la grandeur de la politique. Et se dire que, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de Français qui sont d'accord là-dessus. Donc on a occulté le point de vue parce qu'on préférait le bruit des casseroles. Enfin, moi, je vais vous dire une chose. Quand je vois qu'il y a 15 millions de Français qui ont écouté Monsieur Macron à la télévision, 15 millions, et que le matin, toutes les gazettes disaient personne ne va écouter Monsieur Macron. À 20h, Monsieur Copé, sur un tel sujet, j'allais dire heureusement, alors, écoutez, sur si toutes les journaux, télévisions. Mais vous avez raison, il y a une attention, heureusement. Non, mais attendez, s'il avait fait 7 millions, on aurait dit, bah oui, les personnes ne l'aiment. Bon, donc moi je veux dire, encore une fois, arrêtons d'être dans la caricature. Je ne suis pas macroniste, chacun le sait. Pour autant, je pense que dans la vie, il y a des moments clés où les crises sont partout dans le monde, où l'intérêt supérieur de la France doit l'emporter. Et si on a compris, si vous êtes appelé pour l'intérêt de la France, vous irez. Non, je l'ai dit, et c'est d'ailleurs ce qui, je crois, renforce d'une certaine manière la crédibilité de mon propos. Ce n'est pas une démarche personnelle, c'est parce que j'essaie de partager avec ceux qui le veulent bien une expérience politique qui m'amène à vous dire, quand les circonstances sont difficiles, regardons où sont les fondamentaux de notre engagement. La droite, c'est la droite de gouvernement, elle doit faire les réformes, même si parfois elles sont impopulaires, nécessaires pour l'avenir de nos enfants. À bon entendeur ce matin. Merci beaucoup Jean-François Copé. Merci Bonne journée à vous et à nos auditeurs. Merci Sonia Mabrouk.